Merci de suivre l'antenne, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité et gros plan sur la sécurité et cette campagne médiatique pour les groupes terroristes par certains médias à l'encontre de nos forces armées et de sécurité. Inadvertance ou pas, on se pose la question. En tout cas, la communication pour les terroristes, c'est une tentative de désorientation et faire rechercher et tromper l'opinion publique et créer la psychose. Dernier fait en la matière, c'est cette affirmation de l'existence de camps de terroristes à Sikasso qui serait à la base de différentes attaques du camp de la gendarmerie à Bamako et des convois ministériels à Sikasso et Kati. Ce supposé dialogue aussi entre les Touaregs du Front de libération de l'Azawad et les combattants du groupe Nijim, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Service public oblige, l'ORTEM a donc invité des spécialistes et des analystes pour en parler. Il s'agit du colonel-major à la retraite Brima Aïdara, ancien commandant de théâtre Madiba. Bonsoir, colonel-major Aïdara. Bonsoir. De Moussa Ag Acharatouman, secrétaire du MSA. Il est membre de la commission défense et sécurité du CNT. Bonsoir, Moussa Ag Acharatouman. Bonsoir, Sira. Et de Adama Diabaté, il est spécialiste en géopolitique. Bonsoir Diabaté. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. On ne se lassera jamais de le dire, la guerre n'est pas que physique, elle est aussi informationnelle. Quand vous jouez sur le moral de quelqu'un, vous l'avez à 80%, sinon plus. Que pensez-vous de cette information? Je vais me tourner vers M. Aïdara, colonel-major. Que pensez-vous de cette information qui donne des détails sur l'existence d'un camp à Sikasso et qui serait à la base de plusieurs attaques? Cette information relève de la pure intoxication. Pour qui connaît actuellement l'état de montée en puissance de notre armée, c'est à tous les niveaux, dans toutes les régions, et dire qu'il y a un camp terroriste à Sikasso qui serait à la base d'attaques sur les axes, et ça relève vraiment de l'intoxication. C'est une forme de guerre aussi, en réalité. Mentir, faire dérouter les gens sur la vraie information pour les faire peur. Merci. Donc, il n'y a pas de possibilité qu'il existe un camp qui serait à la base de ces différentes attaques? Il n'y a pas, c'est pas possible qu'il y ait un camp à Sikasso ou bien dans les environs avec un bataillon bien armé à Sikasso. Ça, c'est pas possible. C'est de la pure intoxication. Ça ne peut pas échapper à la vigilance des femmes. Ça ne peut pas échapper à la vigilance, bien sûr. D'accord. Alors, Acharatouman, aujourd'hui, on est en train de communiquer sur ce fait qu'il y a un camp qui existe à Sikasso. L'objectif, c'est de s'aimer la psychose tout de même. Qu'est-ce que vous pensez d'une information de ce genre? Bon, ce que je pense, c'est que les groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, ce sont des groupes qui utilisent beaucoup la communication pour plusieurs objectifs. D'abord, c'est saper vraiment le moral des forces de défense et de sécurité. Ensuite aussi, c'est de semer la terreur, parce que ces groupes-là, ils existent à travers la terreur. Et ils veulent aussi semer la terreur dans l'esprit des populations pour que ces derniers-là aient perdu et se soumettent. Et c'est plusieurs objectifs en réalité qu'ils cherchent dans ça. Elle est aussi politique parce que ce sont des organisations qui essayent de faire comprendre à une partie de la communauté internationale que ce sont eux qui gèrent une bonne partie de notre espace. C'est pour cela vous allez voir qu'ils vont communiquer pour dire qu'ils sont à Sikasso. Après, ils vont vous sortir des photos d'un iftar pour dire qu'ils sont dans les Massina. Ils vont faire la même chose à Menaka ou à Kidal. C'est une stratégie bien étudiée en réalité qui consiste vraiment à faire véhiculer leur message et à saper le moral des gens. C'est pour cela que je pense que nous aussi, nous devrons être dans l'anticipation par rapport à ce genre de choses-là, surtout côté médiatique. Ne pas toujours attendre que les autres communiquent pour que nous, on réagisse. On doit pouvoir anticiper sur ce genre de choses. Par exemple, quand il y a des fake news et des informations non fondées qui circulent comme ça, on doit être en mesure d'anticiper aussi et faire comprendre à notre opinion et à l'opinion internationale aussi que ce qui est dit hier ou avant-hier par X ou par Y n'est pas forcément vrai. Il faut que le gouvernement, il faut que tout le monde soit réactif par rapport à tout cela pour que cette information n'ait pas une certaine ampleur.
Absolument. Par exemple, l'information des Sikasso qu'ils ont donnée, par exemple, juste hier, ils ont diffusé les photos des différents iftars qu'ils ont organisés un peu partout. Ce sont des choses sur lesquelles nous ne devrons pas attendre que les autres en parlent pour que nous on en parle. Nous, on doit anticiper et déconstruire cette communication-là. Parce que derrière tout ça aussi, on essaye aussi de toucher nos populations, de toucher nos forces de défense et de sécurité, de saper le moral de nos troupes. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'anticiper. Vous l'avez dit, il y a des photos qui sont données à certains médias pour diffusion. Ça veut dire que ces terroristes ont des canaux de communication aussi. Absolument. Ils utilisent par exemple beaucoup les réseaux sociaux, pas forcément les grands médias, mais beaucoup les réseaux sociaux. Ils utilisent par exemple Telegram, sur laquelle ils ont même des chaînes d'information. C'est sur ces chaînes d'information que la plupart des journalistes vont capter des vidéos, vont capter des images et après qu'ils les relayent. Ils utilisent aussi beaucoup Facebook, beaucoup Twitter, beaucoup WhatsApp aussi. Ils font des montages de vidéos, ensuite qu'ils diffusent sur ces réseaux-là. Et comme vous le savez, les réseaux sociaux, c'est dans l'immédiat. C'est-à-dire quand vous postez quelque chose dessus, tout de suite ça circule. Alors que les grands médias prennent le temps de vérifier, prennent le temps de confirmer l'information et avant de les diffuser. Et ça, ils l'ont très bien compris. C'est pour cela, nous aussi, dans notre contre-attaque, dans la réponse que nous devrons apporter à cela, il faut absolument qu'on s'intéresse aussi aux réseaux sociaux et comment est-ce qu'on va aussi capter la communication dans cet espace-là pour aussi orienter l'opinion, pour leur dire que ce qui est dit, ce qui est diffusé n'est pas forcément vrai. Exploiter les réseaux sociaux dans le sens d'informer le peuple et que ce soit au même niveau aussi. Alors Diabaté, par rapport à cette information, ça arrange beaucoup plus ces grandes puissances qui sont derrière ces informations. Et qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voulais remercier l'ORTM pour l'invitation, saluer toute votre équipe et mes collègues. Et en fait, c'est pas que ça intéresse les grandes puissances. Les grandes puissances sont nos auteurs réels. Comme on dit, en cas de crime, on dit toujours cherche pas celui qui a commis le crime, mais celui qui est le plus intéressé. Et ces grandes puissances, entre guillemets, qu'on peut mettre aujourd'hui entre guillemets, parce qu'ils étaient puissances il y a quelques mois, bien quelques années, mais ces grandes puissances se cherchent. Et pour sauver la situation, ils ont besoin de nous. Il faut qu'on se réveille. Et sur ce plan, je joins mon camarade qui parle d'anticipation. Ça doit être le mot-clé en tout. Veiller, 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 anticiper. Comment on doit anticiper à votre avis? Merci. Aujourd'hui, il arrive très souvent, quand il y a des décisions très sérieuses dans cette période dans la vie de l'État, chaque fois vous voyez des failles sur le plan communicationnel, sur le plan informationnel, il faut qu'on se le dise, très souvent. Il y a 2 ans, la situation était encore pire, mais il y a eu de l'amélioration, mais on est très loin de la satisfaction. Au vu de l'importance aujourd'hui de notre pays et de l'association qu'on vient de créer, et géopolitiquement, le danger que ça présente pour les soi-disant grandes puissances. Je dis soi-disant, après je vais expliquer qu'est-ce que j'ai en vue. Et le pourquoi de ces agitations. Parce que c'est le début du commencement de quelque chose qu'on méconnaît d'abord dans le pays et que je voulais qu'on comprenne et qu'on prenne au sérieux. Et la guerre la plus dévastatrice aujourd'hui, ce n'est pas la guerre à l'arme shot, c'est la guerre communicationnelle. Je tiens toujours à ça. Mais il me semble que cette guerre n'est pas appréciée à sa juste valeur aujourd'hui dans la société. Et c'est une thématique qui mérite d'être vulgarisée, littéralement, pour que le citoyen lambda, quand il rencontre de telles informations, qu'il puisse à son niveau faire, à un certain niveau préliminaire, une sorte de discernement du but recherché par cette information. C'est une tâche éducationnelle que l'État doit prendre au sérieux, à tous les niveaux. Et qu'est-ce qui est véhiculé à travers ces messages? En premier lieu, il faut s'aimer la peur. Il faut créer une situation où la population ne va plus faire confiance à l'armée. Parce que le plus grand support, j'ai toujours dit, aujourd'hui, si on a tenu jusqu'à aujourd'hui, parce que l'Occident a compris que le peuple est pratiquement à 100% avec ses leaders. Et c'est un maillon que l'Occident doit tout faire pour démonter, pour avoir une quelconque chance ici. Et la première des choses, dès que l'être humain ne croit pas quelque chose, même s'il a toutes les facultés, il ne va jamais réussir en ce que tu ne crois pas que tu puisses réussir. Et pour créer cet état d'âme, il faut faire c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est des choses qui ne sont pas accidentelles, c'est des choses qui s'élaborent dans les plus grands laboratoires à l'Occident aujourd'hui. On doit pouvoir jouer le jeu et pouvoir être toujours anticipatif.
D'accord. Alors, colonel-major, avant on parlait de l'enrôlement des Peuls. Aujourd'hui, on est en train de parler d'autres ethnies aussi qui sont enrôlées, comme les Bois, comme les Malinké, les Bambara. Est-ce que cela ne va pas créer une certaine méfiance au sein de la communauté? Dans les sociétés, c'est-à-dire que l'essentiel, les 99%, c'est au niveau des peuples, c'est-à-dire des groupes terroristes. Maintenant, dans tous les cas, dans toutes les sociétés, c'est les Bambara, c'est les Bobo, et Tamashek, etc. En fait, il y aura toujours des gens qu'on peut tromper, qu'on peut faire mener à soi. Mais c'est vraiment, c'est minime par rapport au recrutement, à l'enrôlement qui a été fait qui s'est fait par les terroristes. En fait, c'est souvent des étrangers, hein. Ils viennent, et souvent l'enrôlement c'est forcé. Vous allez voir souvent que c'est des jeunes gens qu'on prend de force pour les amener on leur donne des armes pour pouvoir aller combattre. Souvent ils viennent d'abord on les prend, bon, vous serez des cuisiniers. Quelque temps après, on leur donne des armes pour pouvoir. Parce que ces gens, ils ont le problème d'effectifs, problème cruciaux d'effectifs actuellement. Ce qui les pousse à recruter n'importe comment, par tous les moyens possibles, même par le moyen de la force physique. Et ces gens, souvent, ces jeunes, quand ils ont l'occasion seulement, ils fuient. Voilà. Et la vigilance doit être de mise à ce niveau. La vigilance doit être de mise, surtout la sensibilisation des jeunes. Souvent, ils viennent de l'argent, hein. Ils viennent avec beaucoup d'argent pour essayer d'acheter l'esprit des jeunes, ou bien même des populations, des parents. Donnez-moi votre fils, et en compensation, c'est une somme conséquente qu'on donne pour que l'intéressé donne son enfant. Mais c'est les recrutements forcés et les recrutements surtout d'enfants soldats qui sont les plus nombreux. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas l'esprit tellement assez mature pour y réfléchir et faire un bon choix. Merci. D'accord. Achara Toumane, le fait de dire aujourd'hui que les groupes terroristes étaient composés uniquement de Peuls, aujourd'hui on est en train de dire d'autres versions. Cette communication aussi a un objectif très bien précis. Absolument. En fait, en réalité, ces groupes-là, ce sont des gens qui agissent intelligemment. Il ne faut surtout pas les sous-estimer et penser que les choses se font du tic au tac. Quand vous voyez une organisation comme Al-Qaïda, quand elle est venue au Mali dans les années 2000, elle est d'abord venue composée uniquement des Algériens et des Maghrébiens au départ. Mais au fur et à mesure, ils se sont installés, au fur et à mesure, ils se sont implantés, au fur et à mesure, ils ont recruté dans les tribus, ils ont recruté dans les communautés, ils ont recruté dans les villages. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qu'ils font? Les étrangers, progressivement, laissent la place à des locaux. Quand vous voyez une organisation comme Al-Qaïda qui prend Yadagali dans le milieu Touareg, qui prend Amadou Koufa dans le milieu Pel, qui est en train de faire pratiquement la même chose ailleurs, au Burkina, au Niger et d'autres, c'est des gens en réalité qui ont des objectifs politiques. C'est-à-dire quand ils viennent dans une zone, ils essayent de jouer sur plusieurs facteurs. D'abord l'absence de l'État. C'est-à-dire que vous allez trouver qu'ils s'installent dans des zones où l'État n'est pas très présent, où des communautés vivent dans la périphérie en réalité de la vie de la nation, et ils jouent beaucoup dans ces zones-là. Ils essayent de recruter dans ces communautés-là. Ils jouent aussi sur des problèmes intercommunautaires. Ils vont vous dire que X a des problèmes avec Y, ils vont vous dire qu'au centre c'est les Peuls et les Dogons, ils vont vous dire au nord c'est les Touaregs et les Peuls, et aussi ils vont inventer d'autres choses, mais tout ça c'est instrumentalisé pour atteindre leur objectif. Et leur objectif c'est quoi? C'est d'affaiblir l'État, c'est de repousser au maximum l'État et c'est d'avoir les communautés avec eux. C'est pour ça que je dis que le nerf de cette guerre-là, c'est vraiment qui va gagner la sympathie des populations, va gagner cette guerre-là. C'est pour cela qu'il est extrêmement important, comme le colonel-major l'a dit tout à l'heure, de jouer sur la sensibilisation, d'expliquer à nos communautés, d'expliquer à nos populations aux confins de l'État malien la dangerosité de ces organisations. Il n'y a absolument rien à gagner aujourd'hui à être ni avec Al-Qaïda ni avec Daesh, parce que ce sont des organisations qui ont un projet de société qui n'a pas d'avenir. C'est pour cela qu'il faut donner de la perspective à ces communautés, il faut réconcilier les gens, il faut éviter les problèmes intercommunautaires, il faut surtout faire comprendre et aux Peuls, et aux Touaregs, et aux Arabes, et aux Bambara, et aux Sonofé, aux Bozo, ou aux Dogons, à toutes les communautés,
qu'en réalité, il n'y a pas de problème entre les communautés. Et que les gens qui viennent pour opposer les gens aux uns aux autres, en réalité, ils ont un autre agenda. Et leur agenda, c'est justement d'affaiblir l'État. Et leur agenda, c'est justement détruire l'État. C'est pour cela que tous ces facteurs-là doivent être mis en avant dans le cadre de la réponse qu'on apporte à ces fléaux terroristes. C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas l'armée qui va seulement régler ces problèmes-là. Les médias, par exemple, ont leur part de responsabilité dans cette histoire. On est là-dessus, d'où ce débat. Justement, c'est très très utile. C'est pour ça que les débats de ce genre-là sont extrêmement importants pour justement sensibiliser l'opinion, pour que les gens prennent conscience du danger qui est en train de guetter notre pays. L'État est en train de faire sa part de responsabilité. L'armée est en train de se redéployer au maximum. Mais nous autres de la société, on doit aussi faire la même chose. Et quel peut être notre rôle, nous, peuple, à accompagner l'État dans ce processus, par exemple? D'abord, c'est de tenir nos populations et de tenir nos communautés. Aujourd'hui, moi, je serais très heureux de voir les leaders communautaires, que ce soit des Touaregs, que ce soit des Arabes, que ce soit des Peuls, que ce soit des Bambara, lancer des appels à leurs enfants, lancer des appels à leur communauté pour leur dire que les jeunes qui sont en train de rejoindre ces fléaux-là sont sur le mauvais chemin. Dissuader ces enfants-là d'aller vers ça. Essayer aussi de donner des perspectives à ces jeunes-là. Parce que la plupart des jeunes, ce sont des jeunes qui errent dans la nature, qui n'ont pas de perspectives, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas été à l'école. Donc, c'est des gens qui sont très faciles à recruter par ces groupes-là. Et ils jouent aussi beaucoup là-dessus. Quand ils viennent dans une zone, ils étudient d'abord. Ils essayent toujours de saper là où l'État est le moins présent, là où les gens sont très pauvres, là où les gens n'ont pas été à l'école, là où les gens vivent un certain nombre de problèmes. Ils jouent sur ça pour justement recruter ces gens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu donnes une arme, une moto, une voiture, un petit salaire à un enfant et le mode qui n'avait absolument peut rien. varier selon les zones et selon les objectifs précis. Bien sûr. Ce qu'ils vont utiliser comme stratégie au nord, ce n'est pas la même stratégie qu'ils vont utiliser au centre, ce n'est pas la même stratégie qu'ils vont utiliser au sud. Mais au final, tout ça, c'est pour atteindre leur objectif. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'affaiblir l'État et c'est d'instaurer leur système. Leur système, c'est quoi? C'est de créer leur propre État. Et ça, une fois qu'on l'a compris, c'est pour cela que je dis que chacun dans la société doit jouer son rôle pour que justement cela ne puisse pas arriver. D'accord. Diabaté, comment on peut déjouer les pièges, à votre avis? Il faut être suffisamment averti. Merci. Suffisamment averti. Dans un monde numérisé, la guerre aujourd'hui est plus complexe que le vecteur militaire seulement. La sensibilisation, oui, mais ça va toujours demander l'accompagnement de l'État. Quand le collègue parle de sensibiliser les chefs communautaires, ce n'est pas toute communauté qui ont des chefs aujourd'hui qui ont assez d'autorité pour se faire écouter. Malheureusement, ce n'est pas partout. Et c'est ce qu'il faut créer. Et l'État peut beaucoup travailler dans ce sens et influer. D'ailleurs, c'est un thème qui rejoint certaines des recommandations des ANR, étant membre du sincère ANR, sur lesquelles on a déjà travaillé. On parle ici de maillage sécuritaire. Dans le cadre de ce programme, il y a tous ces éléments qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la sensibilisation, aider la population locale à s'auto-organiser et créer des cellules d'alerte précoce ou bien préventive, créer des relations de confiance entre la population locale et l'armée et les services de sécurité. C'est des choses qui sont déjà élaborées, mais je comprends au niveau du laboratoire, parce que je comprends notre niveau, c'est ça. Ça reste maintenant de les vulgariser pour que ça rentre dans le quotidien de nos populations. Parce que quand je dis que tout Malien doit se sentir soldat, c'est dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y en a qui tirent au front, c'est pour résoudre tout ce qui doit être résolu dans l'immédiat. Les journalistes sont à leur niveau, mais la population doit comprendre que même la capacité d'alerter les responsables à temps, ça c'est un acte déjà qui vaut grande chose. D'accord. Colonel-major, vous qui avez fait le terrain, un guerrier qui parle beaucoup, ça veut dire qu'il y a quelque chose, une faille quelque part que ce guerrier cache. Comment ça se passe sur le terrain avec ces terroristes-là, vous qui avez fait le terrain? Un guerrier qui parle beaucoup, en fait, nous, dans le milieu militaire, on dit que l'homme parle peu. Il y a actuellement beaucoup d'avancées avec les actions les médias, surtout la DIRPA.
chaque jour, pratiquement, ou bien chaque semaine, il y a un communiqué de l'état-major général des armées qui apparaît pour dire qu'il y a eu tel événement, telle chose. Les femmes ont fait telle activité. Ça n'existe pas dans le temps. Donc, dans le temps, vous étiez sur le terrain, mais on est en train de donner des bilans dans lesquels vous ne vous reconnaissez On pas. ne se reconnaît pas. Un mensonge qui fait une semaine, un mois, sans être démenti, là, ça devient une réalité. Les populations vont croire qu'en fait, c'est la réalité. Et ça regarde le MNLA de l'époque. D'accord. Alors, Achara Touman, il n'y a pas d'allusion aux prouesses des femmes. L'allusion n'est jamais faite aux prouesses des femmes, même si elle est faite, on frôle ça et puis on passe, quoi. Ces informations mettent les groupes armés en position de force. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers tout cela et comment déjouer tout cela? Notre communication doit toujours être au-dessus de la communication de ces organisations-là. Parce que quand vous regardez quand même les forces armées maliennes ces derniers temps ont remporté beaucoup de succès. Ils se sont projetés très loin, très haut, très fort, partout sur le territoire national. Moi, je suis de la région de Ménaka. Aujourd'hui, dans cette région, pratiquement, il n'y a pas une semaine où l'armée malienne ne mène pas des opérations dans des contrées où ces dernières années, nous avons des problèmes à y aller. Il y a quand même des grands terroristes qui ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité, comme Abou Zeifa Dihigo et puis d'autres encore. Donc, il y a des succès qui sont engrangés. Mais comme je l'ai dit, on est dans une période de guerre informationnelle. C'est pour ça qu'on doit vraiment... Je félicite la DIRPA de passage parce que je pense qu'ils font du bon boulot. Leur émission Défense citoyenne, là aussi, est très importante. Mais je pense que ça ne suffit pas. Ils font de leur mieux, ils font leur boulot, mais les autres aussi doivent accompagner cela. Et beaucoup utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut vraiment trouver une politique d'accaparement des réseaux sociaux et contrôler aussi ce qui est diffusé là-dessus et ensuite aussi diffuser les bonnes informations et s'attaquer aux fake news parce qu'il y a beaucoup de fake news qui sont distillées par ces organisations-là pour saper aussi le moral des femmes aussi, ou décourager aussi les populations. Et de l'autre côté aussi, les populations partout où elles sont. On doit, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a comme il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des chefs qui n'ont pas d'autorité importante sur leur population et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est à l'État de créer les conditions pour que tous les chefs de villages, de fractions, de notables, d'élus communautaires, de leaders d'opinion doivent jouer leur rôle par rapport à cette campagne de désinformation qui est en cours, pour prôner aussi la bonne information. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme je le disais, l'objectif, c'est d'avoir le contrôle sur les populations. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des parties de notre territoire dans lesquelles ces gens-là sont en train de faire vivre pratiquement l'enfer à nos populations, où les gens sont soumis à payer la zakat, à donner leurs enfants, à donner des motos, à payer des armes et tout ça. Ce sont des zones sur lesquelles on doit aujourd'hui accentuer nos efforts pour essayer vraiment de desserrer les taux autour de ces populations-là. Et surtout mettre aussi en garde tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, collaborent avec ces gens-là. Parce que vous savez, malheureusement, il y a des gens aussi qui ne jouent pas à franc jeu et qui sont là, qui se disent être avec l'État, mais de l'autre côté, qui encouragent souvent même leurs parents, leurs communautés, leurs tribus à aller s'installer dans des zones qui sont contrôlées par des groupes terroristes. Aujourd'hui, quand tu envoies tes parents être sous l'autorité des Daesh ou d'Al-Qaïda, pour moi, tu fais de la promotion du terrorisme. Et de l'autre côté, le financement aussi des groupes terroristes. Ces gens-là, aujourd'hui, se financent comment? Ils se financent en faisant payer de la zakat à nos parents. Ils se financent en faisant payer certains transporteurs. Ils se financent c'est-à-dire en taxant un certain nombre d'activités qui se passent dans ces zones-là. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, nous devrons lutter contre. Parce qu'un commerçant qui fait du transport entre Ansongo et Ménaka, qui s'arrête chaque jour à Ihagana et qui donne 2 500 000 à l'État islamique, mais il faut qu'il sache qu'il participe au financement du terrorisme. C'est lui qui laisse aussi sa communauté dans une zone où elle paye de la zakat à l'État islamique ou à Al-Qaïda. Il faut qu'il sache qu'il est en train de participer au financement du terrorisme. Cet argent-là, il est utilisé par ces gars pour payer des armes, pour payer des munitions, pour payer des motos, pour venir tuer les forces de défense et de sécurité, pour venir tuer d'autres populations et pour asseoir leur autorité. Ce sont des choses aussi sur lesquelles... Il faut que le peuple le comprenne. Il faut que ces populations le comprennent. Et les dirigeants aussi, c'est-à-dire chaque gouverneur, chaque préfet, chaque sous-préfet, chaque commandant de zone, chaque commandant de théâtre, chaque ministre, chaque député, tout le monde doit jouer son rôle dans cette histoire. On doit absolument lutter
contre ces choses-là pour dire que personne parmi nous qui est avec l'État, qui veut de la paix, du développement et d'un avenir prospère pour nos populations, ne doit accepter, encourager ses parents à rester dans des zones qui sont sous contrôle de ces gens-là. Parce que ces gens-là, une fois qu'ils contrôlent une zone, vous allez leur payer la zakat, vous allez donner vos enfants, et ces gens-là vont être utilisés contre leur pays. C'est des pratiques qui sont inacceptables. Revenons aux informations, au mode opératoire des terroristes. Face à ces informations, aux informations de ce genre, parce que quand on parle de son pays, on est tout de suite forcément, comment on doit réagir? On doit d'abord savoir que ce sont des informations qui veulent à tout prix saper notre morale et détruire notre pays. Une fois qu'on sait cela, on ne doit pas être un vecteur de relais de ces informations-là. Le président Assimi Goïta l'a dit une fois lors de sa prise de parole, en aucun cas les gens doivent relayer l'information de ces gens. Par exemple, les images qu'ils envoient, par exemple, les vidéos qu'ils envoient, par exemple, les messages qu'ils envoient. Quand ils ont attaqué Bamako ici, c'est toute une communication qu'ils ont construite derrière ça. D'abord, ils mettent un Bambara devant ce commando-là. C'est pas fortuit. Et par la suite, un autre sort, il parle en Bambara, où il s'adresse à qui? Il s'adresse aux chefs religieux. Parce que qu'on le veuille ou pas, les chefs religieux aujourd'hui au Mali, surtout à Bamako, ça compte. On sait que dans les mosquées, c'est là où les peuples... On a l'impression qu'il y avait des Nigériens, des Burkinabés, tout ça pour saper le moral et décourager l'alliance des États du Sahel. Absolument, absolument. Parce que la vérité aussi, c'est que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, ce sont des États qui se sont propagés sur l'ensemble de ces trois États-là. Et ils se coordonnent dans leurs actions. L'objectif est très clair. C'est pour cela, je pense qu'il doit y avoir une synergie d'action pour contrer toute cette désinformation. Elle est très profonde. Elle est très, 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 très profonde. Elle est partout. Partout. Elle est sur les marchés. Elle est dans les villages, elle est dans les campements, elle est sur les réseaux sociaux, elle est partout. C'est pour cela qu'on doit aussi déployer un arsenal de guerre, pas militaire seulement, mais un arsenal de guerre communicationnel, stratégique, de communication. Exactement, pour déconstruire tout ça. Et chacun doit jouer son rôle dedans. C'est pour ça que je dis, il faut que les gens s'assument. Parce que souvent, les gens disent, si nous on parle, on va mourir. Mais si vous parlez, vous allez mourir. Si vous ne parlez pas aussi, vous allez mourir. Donc choisissez au moins de défendre la vérité, de défendre votre pays, de défendre vos communautés et avoir le courage de parler et de dire à vos communautés que ça, ce n'est pas l'avenir. Ouais, c'est tout à fait. Alors Diabaté, il l'a dit, cet arsenal est lourd. Comment le déconstruire maintenant et qui doit le faire? Il faut que ça travaille à la base. Le monde étant tel qu'il est aujourd'hui, on doit comprendre et se soucier à faire participer la base d'abord. C'est-à-dire, les plans beaux être bien sophistiqués, mais si ça ne fonctionne pas au niveau de ceux-là même qui rencontrent au quotidien ces fléaux, ça va rester chose morte. C'est-à-dire, on est à faire avec une population illettrée, majoritairement, désœuvrée. Il est très facile de les engager dans ces malversations. Il est très facile de les convaincre et idéologiquement même de les amener à commettre ce qu'ils continuent de commettre. Mais je vais accentuer quelque chose ici. En réalité, si on avait appris à la population, on devait comprendre que tous les actes des terroristes ces derniers temps manifestent leur perte de vitesse, en réalité. C'est du déjà vu. Si on prend des pays comme la Russie, dans les années 90, avec la guerre de Tchétchénie, de Daghestan, pour qu'à la Russie, parce que c'est là où j'étais, j'ai fréquenté, j'ai vécu, en Afghanistan, et dans tous les pays où le terrorisme a traîné autant comme au Mali, plus ils perdent la vitesse, plus ils amènent des activités comme ça, surtout dans les milieux urbains, parce que c'est ce qui fait plus d'effet. La dernière fois, dans même la communication, une communication récente tout de suite, sans citer quelqu'un, ils ont cité les cas des ministres, mais c'est des situations que 2-3 personnes peuvent organiser, orchestrer facilement, des engins explosifs improvisés. 2-3 personnes peuvent organiser. Et ce n'est pas forcément même des djihadistes, des gens qui sont intéressés, on les paye. Ils savent, c'est des trucs qui se font maintenant, on rentre sur Internet. Et la communication à ce niveau, c'était de nous dire que ce n'était pas un travail organisé, qu'ils ont sauté sur une occasion, qu'ils ont vu qu'il y avait une faille et ils ont sauté sur l'occasion. Merci. En fait, le mal principal ici, c'est la communication surtout. On fait une mise en scène, on commet l'acte, ce n'est pas l'acte qui importe, mais comment ça sera rapporté.
Comment ça sera accepté par la population? C'est là où on doit être anticipatif, je dis très bien. Ouais. Donc, il faut équiper. Par exemple, si vous me demandez, vous me donnez une tâche comme ça, vous dites, il faut élaborer quelque chose et qui pouvait au moins remédier à cette situation. Vous allez inclure, par exemple, le secteur de la sécurité, ce qu'on appelle la cellule d'analyse et d'anticipation. Ils doivent être ramifiés à tous les niveaux, c'est-à-dire jusqu'aux derniers confins, et il doit avoir leur correspondance là-bas. Je prends l'exemple, par exemple, de la Russie. Je donne des exemples. Il ne s'agit pas d'inventer, c'est des choses qui existent et qu'on est obligé de faire. Parce que vous ne voyez pas seulement ces terroristes, mais ceux qui sont derrière eux. C'est ça le vrai danger. Ouais. Et ils sont là aujourd'hui dans la perte de vitesse. Vous savez, bientôt la fin... Justement, à propos, pourquoi cette insistance de maintenir le cap sur la communication? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Parce que l'Occident aujourd'hui ne peut pas faire la politique, comment on dit ça, elle ne veut pas faire la politique de ses moyens, elle n'a pas les moyens de sa politique. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est les moyens le moins chers pour pouvoir nous soumettre. Ces histoires de djihadistes, ces histoires de terroristes et tout le reste d'assortiments qui sont là. C'est la voie la plus facile et le moins coûteux. Et c'est ce qu'ils utilisent, c'est ce qu'il faut comprendre. Bon, bientôt, tout de suite, la Russie, parce qu'il n'y a pas d'autres sorties, ils vont trouver un moyen de mettre fin à la situation de l'Ukraine. Où est-ce qu'on va mettre tous ces racailles qui sont déjà habitués à vivre sur ces histoires-là? Oui, ça, il faut s'apprêter, hein. Ça, on va en sentir. Les conséquences, on va en sentir. Donc, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen pour l'Occident de nous soumettre sauf à l'usage de ces terroristes. Et ils vont continuer autant qu'ils auront une chance encore d'existence. Parce que géopolitiquement, aujourd'hui, vous avez vu la scène l'autre jour en Arabie Saoudite, ça montre que l'Occident, quand on dit l'Occident, quand vous enlevez les États-Unis, le reste là, ce n'est plus dans la géopolitique. C'est le triangle maintenant, la Russie, la Chine et puis les États-Unis. La preuve l'a montré. L'Europe n'est pas d'accord avec cette situation. Quand on parle aujourd'hui de 800 milliards de reconstruction militaire, oui, vous allez me permettre un peu de sortir hors du cadre, mais j'explique les raisons lointaines de ce qui commence maintenant et qui va suivre après. En quelques minutes, on va avancer. En quelques minutes. D'où ils vont sortir ces financements-là? C'est de l'Afrique. J'ai toujours dit aux Russes, dans votre guerre avec l'Europe, là, ne vous battez pas là-bas. La tête du serpent, c'est chez nous ici. Si vous les coupez d'ici, là, ça, vous les détruisez totalement. Et ils ne vont jamais être d'accord tant qu'ils ont la capacité de nous déstabiliser. Surtout l'AES et son importance, sa signification géopolitique aujourd'hui. C'est la première formation depuis l'indépendance de l'Afrique qui cause réellement des menaces réelles aux intérêts de l'Occident. Si les Africains, surtout les trois pays, n'ont pas compris qu'ils savent. D'accord. Alors, colonel-major, à votre avis, le soutien du terrorisme profite à qui? Ça profite seulement à ceux qui sont à l'origine du terrorisme. C'est-à-dire que ils le sont pourquoi? Ils sont... Parce que nos pays, en fait, ce que l'Occident n'a pas pu faire elle-même, et leur armée n'a pas pu faire, donc, c'est utiliser le terrorisme pour déstabiliser nos pays et en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça, c'est nos produits, nos richesses. C'est ça. Par exemple, déjà au nord, vous n'avez pas entendu qu'en fait, ils sont en train d'exploiter de l'or, il y a du pétrole, ils sont en train de... Ils sont venus pour ça, en réalité. Mais comment avoir ça là? Parce que ce n'est pas le gouvernement qui va donner ça cadeau. Jamais. Donc, il faut affaiblir l'État autant que possible. Très affaibli, quand même si on négocie avec quelqu'un qui est faible, il est très faible, c'est pour avoir des gros avantages en retour. C'est-à-dire que lui, il aura le millième et toi, tu vas avoir le tout. C'est ça. Parce que quand on nous casse les pieds, nous, on est à terre. Et en fait, quand on vient, on va dire, on va négocier. En réalité, ce n'est pas une négociation, c'est pour nous faire abdiquer, en réalité. D'accord. Alors, et moi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'actuellement, avec les prouesses de l'intelligence artificielle,
les réseaux sociaux là font n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'au niveau de l'État qui est, ou même de l'armée, une équipe chargée uniquement de surveiller les réseaux sociaux. Pour pouvoir, chaque fois, les fake news, il y a certaines fake news là qui durent une semaine sans être démenties. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, il faut qu'il y ait une équipe spécialement pour surveiller ces réseaux sociaux. Chaque fois, il y a les fake news qui réagissent pour dire que il faut qu'il y ait de la proactivité. Voilà, vraiment qu'ils soient vraiment proactifs dans le domaine de la cybercriminalité. Là. Okay. Vous pensez que ce secteur peut être encadré aujourd'hui par l'État? Ça peut être bien encadré par l'État, bien sûr. Il s'agit de mettre les gens dessus, seulement. Et quand une information arrive tout de suite là, dans les 2 minutes qui suivent là, on le détecte, on sait que c'est une fausse information. La possibilité, c'est de réagir tout de suite sur les réseaux sociaux pour dire que c'est une fausse information. Ça rassure. Ça rassure la population pour dire ah voilà. Parce que certaines choses-là, ça fait peur à la population. Ça fait peur. Et ça, maintenant, dès qu'on dit que c'est une fausse information, tout le monde est libéré, en réalité. Mais il ne faut pas que cet état-là traîne pendant longtemps, en réalité. Il ne faut pas que ça dépasse une journée ou bien 6 heures de temps au maximum, vraiment. D'accord. Alors, Moussa Acharatouman, on va parler maintenant de ce dialogue qui sera établi entre les Touaregs du Front pour la libération de l'Azawad et le groupe Génim. Les 2 groupes seraient à la recherche d'un terrain d'entente. Est-ce qu'à ce niveau, une alliance est possible entre ces 2 groupes? Vous qui êtes secrétaire général du MSA. Bon, tout d'abord, l'expression de dire que c'est des Touaregs qui parlent avec des djihadistes, déjà là, il y a un objectif d'instrumentalisation qui est en cours. D'abord, les Touaregs n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Et quand vous regardez les FLA, les Fronts de Libération de l'Azawad, il y a des Touaregs comme il y a des Arabes, comme il y a d'autres communautés dedans, des gens aussi avec lesquels ils parlent. On sait aussi qu'ils sont constitués de différentes tribus. Il faut extrêmement faire attention à ces appellations-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce langage est mis dans la bouche de ceux qui ignorent ces termes. Bien sûr, c'est comme ce qui est actuellement en cours quand on parle de l'expansion du terrorisme et du fait qu'ils sont en train d'emporter des victoires par-ci par-là et écrits dans différentes communautés. Tout ça, c'est fait sciemment. Avant, on vous a parlé de Touareg, à un moment on parle des Peuls, maintenant on va parler d'autres communautés, c'est fait sciemment. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont des choses contre lesquelles nous devrons absolument lutter. C'est stratégique. Donc, il faut en connaître l'origine pour savoir qu'en réalité, ce n'est pas une fois de plus, nous sommes dans la réaction. L'autre chose aussi importante, c'est que quand vous voyez un groupe comme les Génim qui est affilié à Al-Qaïda, ils ont fait un communiqué récemment qui est vraiment inédit où ils appellent la communauté internationale à s'intéresser à ce qui se passe dans les États de l'AIS où ils disent qu'il y a des exactions contre la population, il y a ceci, il y a cela. Tout ça, c'est fait sciemment. Quand vous regardez ça, vous saurez qu'il y a un objectif politique qui est visé dans tout cela. Et on essaye de faire passer des gens qui étaient en réalité considérés comme des terroristes pour des gens aujourd'hui fréquentables. Je pense qu'il se réfère à ce qui s'est passé en Afghanistan, il se réfère à ce qui s'est passé récemment en Syrie, en se disant que la même chose peut peut-être se passer ici. C'est pour cela que j'ai dit, dans la réponse que nous devrons apporter à toutes ces questions-là, on doit aussi s'intéresser à ce qui s'est passé ailleurs dans le monde pour anticiper à temps pour qu'on ne soit pas victime de ces choses-là. Et vous avez des groupes aussi en réalité qui ne s'entendent pas. Leur seul agenda, c'est vraiment d'affaiblir et de détruire l'État. Mais sinon, au fond, eux-mêmes se font la guerre entre eux. Quand vous prenez par exemple l'État islamique, ils aussi, ils ont fait une vidéo il y a 2 semaines de cela qui a circulé sur les réseaux sociaux dans lesquels ils ont clairement désigné les États de l'AIS, le Mali, le Burkina et le Niger comme étant leurs premiers ennemis. Et secondo, ils disent aussi qu'ils sont contre tous les groupes d'autodéfense qui sont sur le territoire. Ils désignent même Al-Qaïda comme une milice qui est à la solde de l'Algérie, à la solde de la Mauritanie. Il l'a clairement dit. Donc, toutes ces choses-là, nous devrons nous intéresser à ça pour déconstruire ces choses-là à temps, avant que ça n'arrive chez nous et avant que la chose ne soit mis dans la tête de nos populations comme étant quelque chose d'évident ou de vrai, alors que c'est très loin d'être
d'être le cas. Donc je m'inscris vraiment en faux par rapport à ces propos qui consistent à nommer une communauté pour dire qu'elle a discuté avec XY. Les Maliens, moi je suis un Touareg, les Touaregs, il y en a plein au Mali, il y en a dans toutes les structures de l'État, il y en a dans l'armée. Là aussi, c'était une communication stratégique. Exactement, et on n'a pas, et on n'a pas de problème majeur. D'accord. Diabaté, apparemment l'AES qui dérange beaucoup, la même source indique que les communiqués conjoints des chefs du groupe armé qui appellent la communauté internationale à intervenir dans les 3 pays, pour eux, ils constituent un obstacle à la stabilité régionale. Quelle lecture vous en faites? Ils l'ont appelé obstacle à la stabilité régionale. Moi, j'ai traduit un obstacle au désordre régional. Parce que l'AES, en réalité, la semaine passée, on m'a posé une question comme ça. On dit, mais finalement, après le passage du président ghanéen, est-ce qu'on ne va pas rétrocéder? J'ai dit non, c'est au contraire la soi-disant CEDEAO qui va intégrer l'AES, pas autrement. Et que tous les restes des organisations régionales qui ont précédé l'AES vont faire minimum de mises à jour. Ça ne va épargner aucune structure en Afrique. Aucune. C'est pour vous dire jusqu'à quel plan l'AES a de l'ampleur dans la géopolitique. Les Africains n'ont pas compris encore. Nous qui vivons ici à l'intérieur, que les grandes choses se voient de loin. En réalité, dans la géopolitique des grandes puissances maintenant, l'AES est considéré comme un obstacle majeur dans la réalisation de leurs buts qui ne sont pas du tout de notre intérêt. Tout ça, là, c'est la continuation de la communication en réalité. Quand ils appellent aux puissances d'intervenir dans l'AES, ils indexent l'AES comme un obstacle à la stabilité. J'allais poser la question, où est la stabilité alors? Pour qu'on sache où est l'obstacle, où est la stabilité. C'est au contraire l'AES qui est au moins créé une lueur d'espoir pour se stabiliser dans cette région. Et c'est une première en réalité dans cette sous-région que 3 pays, oui, à la base, c'est une association défensive. Vous voyez? Et aller en avant, on peut l'élargir à mettre d'autres connotations. Mais en premier lieu, parce que la première des choses aujourd'hui qui même conditionne l'existence de nos États, c'est les problèmes de sécurité. C'est le souci majeur. Et c'est ce qui a été à la base de la création de l'AES en fait. Et c'est ce qui va directement à l'encontre du but visé par ces terroristes et leurs commanditaires, en réalité. Parce que comme Naomi Klein dit dans son livre, qui est très intéressant, il dit la théorie du chaos. Il faut créer le chaos et pour intervenir maintenant en tant que pompier. En fait, globalement, tous ces histoires de réunions d'union avec le Fonds de libération de l'Azawad, les NIM et tous les autres, maintenant, on présente ces mouvements maintenant comme des mouvements rassembleurs qui font appel à ceci, à ces pays et consorts. C'est toujours le global politics du terrorisme, de l'international terroriste, qui fait aujourd'hui l'affaire. En fait, c'est une forme de entre guillemets, diplomatie à l'occidental aujourd'hui. C'est un mode opératoire qui les arrange sur tous les plans. Donc, ne voyez pas les terroristes en tant que tels, ce n'est que certains même exécutent des tâches qui ne savent même pas le pourquoi. Très souvent. On leur paye ce qu'on leur promet et leur devoir seulement, on a dit, on te paye telle somme, tu dois commettre tel acte. Le reste maintenant, on laisse la tâche à ceux qui sont dans les studios climatisés, et la branche communicationnelle, et ils font le reste du boulot. Je rejoins mes camarades à dire qu'on peut bel et bien contrôler à un certain degré l'Internet dans ce sens. Les réseaux sociaux. L'exemple, c'est la Chine, l'exemple, c'est la Russie aujourd'hui avec la guerre de l'Ukraine. C'est des choses qui se font et puis qui se font avec des résultats très palpables. D'accord. Colonel-major Aïdara, l'AES est traitée d'alliance militaire. Pourquoi elle fait tant peur, à votre avis? L'AES fait peur parce que l'AES dérange en réalité. On n'est pas sans savoir que dans le temps, ce que le Mali a fait d'abord en premier et qui a été suivi par les autres, c'est se débarrasser de Barkhane, se débarrasser de la musulmane. C'est des structures vraiment, en fait, c'était notre problème en réalité.
C'était un problème. Ils étaient en train de, là, sous le couvert de nous aider, alors qu'en fait, ils entretiennent de très bons rapports avec les terroristes. Quand l'armée malienne veut faire telle chose, en fait, il faut qu'on ait leur autorisation. Même l'espace aérien, on ne peut pas voler sans leur demander l'autorisation. Et c'est eux qui volent partout où ils veulent, chez nous. Les sources de financement, n'oubliez pas aussi que en fait, les sources de renseignement, le financement, c'était à l'œil, avec eux. Ils avaient tout ça. Maintenant que tous ceux-ci sont partis maintenant dans tous les pays de l'AES, les terroristes, en fait, ils cherchent autre chose. Ils ont des problèmes de financement terribles. Il faut qu'ils cherchent. Parce que c'est pourquoi l'AES fait peur. Parce qu'il ne faut pas que ceci soit en fait ça soit une leçon pour d'autres pays encore qui vont mettre le bâton dans la roue dans le financement du terrorisme. Voilà, d'accord. Alors le soutien du peuple est un grand réconfort pour le moral des troupes et pour l'engagement pour la patrie. Nous pouvons être utiles à l'armée en quoi faisant? Quand on se promène à Bamako, souvent on voit certaines plaques, nous sommes 22 millions de femmes. Ça doit résumer tout, en fait. Tout citoyen est un soldat à son niveau, tout ce qu'il fait. En matière de tout ce qu'il peut faire, au financement, surtout de l'information. L'information, on est là, on est en train d'en parler aujourd'hui. C'est très important. Dès que le citoyen voit quelque chose qui est étranger dans son village, dans sa contrée, qu'il signale. Il signale au responsable administratif ou bien au poste de police le plus proche pour pouvoir endiguer rapidement le problème. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement qui sont taxés d'être terroristes aussi. En fait, c'est souvent des bandits. Des gens, ils sont là, ils n'ont rien à faire. En fait, ils prennent, dès qu'ils voient un convoi partir, ils s'informent et ils peuvent pouvoir attaquer le convoi en coup de route. Et on va dire que c'est des terroristes. Souvent, c'est pas ça. Mais depuis leur départ, c'est un peu informé l'armée pour dire que ouais, c'est un tel qui est en train de se déplacer pour aller à tel niveau, avec telle intention. La dernière attaque qui a été faite sur la route de Kita, c'est des enfants de la zone. 2 ont été pris, identifiés clairement, comme ça, et ils étaient tous des éléments de la zone. Donc ce n'est pas des touristes, c'est des bandits. Certaines personnes aussi cherchent à instrumentaliser. Et ils ont leurs bénéfices, mais l'aspect communicationnel, ça c'est sur leur intérêt. Mais le peu que les autres gagnent, ça c'est eux, ils sont contents de ça. D'accord. Diabaté, géopolitique et géostratégie obligent, nous devrons être armés moralement. Par quel axe, la même question que j'ai posée au colonel-major, nous pouvons être utiles à l'armée? La population, oui. Dans tous les sens, et en premier lieu, il s'agit de sensibiliser la population. Il s'agit encore, je répète, à cause de l'absence d'un certain niveau d'éducation dans la majorité de la population, ça demande encore les recours de l'État. En premier lieu, on doit sensibiliser, on doit créer des conditions pour que la population ait le minimum de capacité de discernement au contact, en premier lieu, avec ces informations. C'est très important, parce que c'est ce qui est recherché. Semer la peur, désorienter, et même avec la capacité, dans cet état, il est très facile de perdre la guerre. Donc, nous devons prendre toutes les mesures pour éviter ça. C'est-à-dire la communication à tous les niveaux. Maintenant, comment le faire maintenant? C'est un peu vaste, ça demande un peu de boulot. On n'a pas le temps pour détailler, mais sur le plan TDR, élaboration, beaucoup de choses sont faites. Mais il s'agit maintenant de les vulgariser. J'ai cité les cas du travail du sincère, principalement. Moi, je suis dans la sous-commission défense et sécurité. Ce qui est élaboré aujourd'hui, si on pouvait le mettre en fonction, croyez-moi, on serait en train de parler autrement. Bon, notre tâche, on l'a exécutée. Il reste maintenant aux politiques de mettre ça en fonction. Il s'agit de mettre
la population au devant de cette guerre. C'est-à-dire informer quand il y a des soupçons, être toujours sur vos gardes, remarquer tout élément étranger à la localité. C'est les choses les plus faciles. Il y a de ces coins, même si vous passez pour 30 minutes, vous vous arrêtez même pour boire, ça, à la seconde, on est déjà au courant, tellement tout le monde se connaît. Mais très souvent, on a les moyens, j'ai dit ici, les terroristes, de venir corrompre. Et certains, même quand ils voient, ils ont peur de dénoncer. Certains, quand ils prennent de l'argent, ce n'est même pas conséquent en réalité. Les gens, je trouve que beaucoup font de ces choses-là parce qu'il leur manque de sensibilisation, il leur manque de communication. Ils n'apprécient même pas, ils ne comprennent même pas le sens de leur acte. Je crois que c'est un travail encore qui, je répète, qui incombe à l'État de travailler, parce que la population aujourd'hui, elle est comme un enfant qui apprend à marcher, mais on ne peut pas le laisser seul. Il ne pourra pas tenir. Alors, Moussa Acharatouman, par rapport à cette question de l'AES aujourd'hui, comment vous voyez l'AES dans les années à venir? Qu'est-ce qu'on doit faire pour renforcer cette alliance aujourd'hui? Moi, je pense que l'AES est vraiment une initiative très salutaire d'abord pour nos populations. Parce que moi, je viens de cette zone dite des trois frontières. Je suis de Menaka, Tilaberi, Ansongo, le Burkina, tout ça. Je sais ce que les gens vivent dans cette zone-là. Et je sais aussi que cette synergie d'action entre nos trois États est plus que nécessaire. En réalité, même dans le cadre de la réponse qu'on doit apporter au terrorisme aujourd'hui, on ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme si on n'avait pas ce cadre de l'AIS aujourd'hui qui permet à nos forces de défense et de sécurité de conjuguer leurs efforts et de lutter contre la même menace. C'est pour ça que je salue le lancement de la dernière force mixte qui a fait sa première patrouille dans la zone dite des trois frontières, qui a été très intéressante, qui a eu aussi de bons résultats. Et je pense que ce sont des choses qu'on doit dupliquer, pas seulement sur le plan sécuritaire, mais même aussi sur le plan diplomatique, sur le plan développement, parce que l'AIS aussi c'est les 3D, la défense, la diplomatie et le développement. Je pense qu'on a tout à gagner aujourd'hui à conjuguer nos efforts ensemble et à vraiment protéger nos États, à protéger nos populations. C'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué dans le passé, parce qu'à un moment donné on dit aux Nigériens que c'est ceci, c'est là, on dit aux Maliens ceci, c'est là, alors que nous vivons les mêmes choses, nous vivons les mêmes problèmes de sous-développement, les mêmes problèmes sécuritaires, les mêmes problèmes politiques. D'accord, on va faire un dernier tour de table maintenant sur vos appels, vos messages aux populations. Tout n'est pas jamais perdu d'ailleurs, parce que nous sommes entre Maliens. Et qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que nous restions unis derrière la patrie? Je vais commencer par colonel-major Aïdara. Quel est ce message aujourd'hui au peuple du Mali pour qu'on soit unis derrière la patrie? C'est de voir dans la même direction que les autorités actuelles de la transition. Ils ont un objectif, une vision qu'ils sont en train d'inculquer aux Maliens. Donc, nous, qu'on les suive. On fait confiance à ces autorités de la transition et le Mali ira très bien de l'avant. Moussa Acharatouman, dans un contexte de crise, nous avons chacun un rôle à jouer. Que doit faire l'armée aujourd'hui? Que doivent faire les pouvoirs publics et que doit faire le peuple? Bon, tout d'abord, le peuple, c'est de garder espoir et de surtout garder la tête haute, de garder espoir que tout ça, là, c'est quelque chose de passager qui va finir par nous laisser, Inch'Allah. Et à nos autorités, vraiment, c'est de continuer les efforts qui sont en cours, notamment de l'équipement et du recrutement et du renforcement et de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Parce qu'un État, c'est d'abord son armée. Et on ne doit absolument pas du tout interrompre la dynamique actuelle de renforcer nos forces de défense et de sécurité et de les déployer sur l'ensemble du territoire national. Aucune raison, aucun justificatif et personne ne doit nous décourager dans cette voie-là. Mais en même temps aussi, explorer aussi d'autres voies. Aujourd'hui, c'est l'occasion, en tout cas pour moi, de profiter de votre plateau pour lancer un appel à tous nos frères qui, en tout cas, ont emprunté des chemins sans lendemain, de revenir vraiment à la raison et de saisir cette main tendue des autorités de la transition, surtout le ministre de la Réconciliation nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, pour vraiment savoir que c'est à travers les dialogues qu'on peut surmonter nos différends et nos incompréhensions. Ces pays-là nous appartiennent à nous tous, il nous suffit nous tous, chacun a sa place dans ces pays-là. Il faut que les gens privilégient les dialogues pour vraiment taire les armes et revenir à des meilleurs sentiments. Il faut qu'on se dissocie aussi du terrorisme. Il faut que nos populations, partout où elles sont, il faut qu'elles sachent que le terrorisme n'a pas d'avenir.
C'est vraiment des gens dans les mains sans certitude. Il faut que tout le monde s'en éloigne et tout le monde puisse donner les meilleurs de lui-même pour soutenir nos forces de défense et de sécurité dans cette lutte-là. Une fois de plus, je le répète, ce n'est pas à eux seulement de faire ce travail-là. Ce travail-là nous incombe à nous tous. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlons de cette guerre informationnelle. Ce n'est pas les forces de défense et de sécurité qui vont gagner la guerre informationnelle, mais c'est les populations, c'est les médias, c'est les leaders d'opinion, c'est les chefs religieux, c'est les notables ici, et c'est nous tous qui devrons donner les meilleurs de nous-mêmes pour vraiment contrer cette menace-là. Tout ça, c'est des épreuves qui sont en train de nous tester. Et nous devons répondre positivement et savoir que nous pouvons tenir notre pays, nous pouvons les sécuriser. Et nous sommes sur la bonne voie, il faut qu'on garde espoir et qu'on aille de l'avant. Tout à fait. Diabaté, pour boucler maintenant, quel est ce message au peuple aujourd'hui pour faire face à ce monde en guerre informationnelle aujourd'hui? J'ai appelé le peuple malien à comprendre que c'est des peuples qu'on a vu aujourd'hui ont eu à traverser des moments plus graves que chez nous. J'ai pu en citer plein. Et ils en savent aussi. Donc c'est notre tour. Il n'y a pas de peuple réussi sans sacrifice. Et le temps a sonné pour que nous faisons ce sacrifice aussi. Et ça ne demande même pas aussi grande chose aujourd'hui. Et Dieu nous a donné une chance que beaucoup laissent passer inaperçue. Le fait que la situation au Mali a coïncidé avec une turbulence géopolitique qui a fait que les auteurs, les malfrats, ils étaient occupés à sauver leur propre vie. C'est ce qui a... Si je dis aujourd'hui facilité, certains ne vont pas comprendre. Ils vont penser que je suis en train de banaliser la situation. Mais n'eût été cette turbulence géopolitique, la situation ne serait pas aujourd'hui enviable comme on est aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui devait nous empêcher à un certain niveau, ils étaient occupés à se sauver. Donc, la population n'a qu'à comprendre et l'État doit les aider dans ce sens, que c'est un fardeau qu'on doit porter et ça ne va pas demander de très grandes choses encore avant qu'on voie la lueur d'espoir. Maintenant, on mène des guerres. La guerre saute, comme le camarade a parlé de réarmement, créer des maillons sécuritaires du pays, il faut continuer à faire ces travaux avec la création des bases, mais il faut surtout l'accessibilité et la communication avec la population de la part du pouvoir public. C'est très très important et c'est ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de situations dont la population lambda se plaint à nous au quotidien. Je pense qu'avec tous ces facteurs réunis, on pourra maîtriser cette situation parce qu'on ne peut pas l'éradiquer totalement, ce n'est pas possible. Parce que comme on le dit, il n'y a pas de sécurité 100%, il n'y a pas de sécurité absolue, ça n'existe même pas dans les conceptions. Mais au moins améliorer la situation, ce que ça soit vivable, je crois que c'est faisable en tenant compte de ces facteurs qu'on vient d'évoquer. Merci à vous d'être passé sur ce plateau et d'avoir éclairé nos lanternes. Ce débat se referme donc ici en attendant d'autres forats. Nous parlions de la communication des terroristes par certains médias et nos invités étaient colonel-major à la retraite Brahima Aïdara, ancien combattant de théâtre Maliba, Moussa Ag Acharatouman, secrétaire général du MSA, membre du CNT, et Adama Diabaté, spécialiste en géopolitique. Merci de votre attention. Ce débat a été réalisé par Diakari Diakone Diaki. Aridou Matina m'a aidé à la coordination. Merci et bonne suite du programme sur ORTM 1.